vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Elle a réussi à tracer son chemin dans le couloir diplomatique, notamment comme présidente de la Commission de la jeunesse africaine. Tout jeune, elle a réussi à se faire remarquer en République démocratique du Congo. Après ça, elle est devenue sénatrice, patronne du département des relations extérieures du Parlement. Aujourd'hui, elle a décidé de consacrer toute cette expérience-là dans un ouvrage où il parle de la diplomatie. Il fait des techniques et ouvre des portes pour que la République démocratique du Congo devienne une actrice en diplomatie et non pas un objet. Madame, Messieurs, ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de vous amener donc dans les arcanes de la diplomatie, mais également de la politique. Bonsoir à vous et bienvenue à cette émission particulière et spéciale que nous tournons, non pas dans nos cadres habituels, parce que nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une dame, d'une femme, qui a réussi donc à inscrire son nom à lettres et d'ordre dans l'histoire politique, mais aussi diplomatique en République démocratique du Congo. Notre invitée de ce soir, c'est Madame Francine Muyumba. Madame Muyumba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Perrault. Merci à vous d'accepter de nous accorder cette interview. Je vous reçois donc ici en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles. Vous êtes venu dans le cadre de la promotion de votre ouvrage, le tout dernier que vous avez publié. Je l'ai d'ailleurs en main ici, pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et des rayonnements internationaux. On parlera largement de cet ouvrage, mais comme elle est femme politique, on reviendra également sur la politique en République démocratique du Congo. Mais nous sommes à la fin du mois de mars. Je vous reçois, c'est le mois consacré aux femmes. Vous-même, vous êtes une femme. Quelle est la situation de la femme en République démocratique du Congo, vous, à un moment donné, qui avez lutté, qui avait fait de la question de l'émancipation de la femme votre cheval de bataille? Écoutez, la femme, aujourd'hui, dans le monde, occupe de plus en plus de places importantes dans les instances des prises de décision. Et la femme congolaise ne doit pas rester en arrière. Donc, je pense que nous devons de plus en plus participer, surtout en politique. C'est pas facile, beaucoup de femmes n'aiment pas faire la politique, comme vous le savez. Mais moi, je pense qu'il faut, en tout cas, avoir le courage d'oser, le courage de faire face aux problèmes que nous rencontrions parfois. Et moi, je pense qu'avec ça, les femmes peuvent essayer d'aller loin. Il est difficile souvent en Afrique pour les femmes de faire la politique, mais je pense que les femmes congolaises doivent de plus en plus participer dans les instances de prise de décision. Francine Muyumba, je vous reçois exceptionnellement aujourd'hui parce que, je l'ai dit au début de cette émission, vous venez de publier chez l'Harmattan d'ailleurs un ouvrage, c'est votre deuxième ouvrage. Le premier, c'était sur la question de l'émergence de la jeunesse comme développement en Afrique. Je rappelle que vous avez été, on parlera d'ailleurs de ça, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et là, vous venez de sortir un ouvrage pour une diplomatie congolaise, source des prospérités nationales et des rayonnements internationaux. Vous êtes avocate, vous êtes femme politique. J'ai lu l'ouvrage, je me rends compte que vous vous intéressez tellement à la question des relations internationales et de la diplomatie. Pourquoi porter un regard aujourd'hui sur la diplomatie en RDC, à l'heure où tous les regards sont tournés sur la politique, sur la Constitution, on en parlera d'ailleurs, sur la guerre dans l'Est de la République? Vous sortez un peu de l'ordinaire, à sortir un ouvrage sur la diplomatie. Pourquoi cette attirance vers la diplomatie à ce moment? Beaucoup diront que c'est un sujet, c'est une question hors sujet, vu le contexte politique et le contexte d'actualité au pays. Très bien. Il y a ce qu'on appelle urgence et vision, et une vision. La diplomatie est une ambition, est une vision qui demande sur le long terme, le court terme, mais aussi les moyens termes, avoir des stratégies pour que cette diplomatie puisse devenir, comme le titre le dit, un instrument de souveraineté tout d'abord nationale, de souveraineté, de prospérité nationale
et de rayonnement international. Voilà ce que la diplomatie doit devenir. Lorsque je parle de la souveraineté, écoutez, la souveraineté commence lorsque les ressources d'un pays servent tout d'abord son peuple. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la prospérité nationale, on ne peut pas. On dit la politique étrangère est le reflet de la politique interne d'un État. On ne peut jamais être fort à l'international lorsque nous demeurons faibles en interne. Il est impossible. Cela veut dire, aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons, le problème sécuritaire, ainsi de suite, dès lors que, au niveau interne, à travers, par exemple, un dialogue national inclusif, nous n'arrivons pas à trouver des solutions aux problèmes qui sont les nôtres, ce n'est pas une paix imposée qui viendra sauver la République démocratique du Congo. Donc, quand je parle de l'influence internationale, nous voyons là les ressources du Congo qui peuvent positionner la RDC pour devenir, pour avoir l'influence qu'il faut à l'international. Qu'est-ce que cette influence internationale n'est pas aux antipodes de l'influence à l'interne. Donc vous dites que c'est vrai qu'il faut envisager quelque chose à l'international, mais d'abord le plan interne, c'est aussi important. Tout à fait. On ne peut pas rayonner à l'étranger, à l'extérieur, si au départ on n'arrive pas déjà à rayonner sur la politique interne est la continuité, la politique étrangère est la continuité de la politique interne. On ne peut pas échouer au niveau national pour aller se taper la poitrine à l'international qu'il s'agit d'une diplomatie agissante, comme on l'appelle aujourd'hui. Par exemple, voyez-vous. Donc il y a tant de problèmes au niveau du pays. Il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes sociaux. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a un problème d'eau, il y a un problème d'électricité. Donc pour être respecté à l'international, pour avoir le respect qu'il faut, il faut d'abord être fort en interne. L'accès aux soins de santé de qualité, avoir une éducation de qualité pour nos enfants, avoir l'accès également, développé sur le plan infrastructure et autres choses. Donc c'est ce développement-là au niveau interne qui amène ces rayonnements sur le peuple. Qui amène ces rayonnements, ces respects et cette considération à l'international. Aujourd'hui, nous avons nos ressources stratégiques. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas respectées comme il se doit à l'international? Ne parlons pas des photos que nous prenons à l'international, mais des décisions qui ont de l'impact sur l'économie du pays, des décisions qui peuvent aider à sortir le peuple congolais de la pauvreté, avoir des résolutions qui font à ce que les problèmes nationaux trouvent des solutions. C'est ça même l'objectif d'une diplomatie. Et au finish, lorsque le livre parle par exemple du soft power. On va parler de ça, parce que dans les livres, j'ai lu, vous concoctez l'amélioration de la qualité diplomatique et vous parlez d'un certain nombre de piliers à respecter. Les livres parlent des 5 piliers exactement. Vous parlez de l'excellence diplomatique, vous parlez de la diplomatie économique offensive, vous parlez du soft power et le power culturel, vous parlez des leadership écologique et alliances renouvelées. Alors, on va prendre les piliers les uns après les autres. Il n'y a pas de souci. Lorsque Francine Muyumba, dans son ouvrage, demande aux Congolais, parce que j'ai lu quelque part dans l'ouvrage, vous dites que cet ouvrage n'est pas destiné seulement aux lecteurs, mais aussi et surtout aux décideurs qui peuvent l'utiliser comme un outil. Mais vous les appelez quand même à avoir une excellence diplomatique. Qu'est-ce que vous entendez par excellence diplomatique? Ça, c'est le premier pilier. C'est ce que vous posez comme premier pilier de la diplomatie. Lorsqu'on parle de l'excellence de la diplomatique, institutionnelle, j'ajoute, je parle des réformes, par exemple, au sein de l'appareil qui s'occupe de la politique étrangère du pays. Par exemple, on nomme pas n'importe qui dans la diplomatie. Nous devons avoir des diplomates qui sont outillés. Nous devons avoir des diplomates qui sont formés
pour discuter sur les différentes thématiques que nous avons là-bas, par exemple l'écologie, une économie, une diplomatie économique offensive, par exemple. La transition énergétique. Donc, par excellence diplomatique, on ne peut pas amener c'est la une qualité personne, exactement. On ne peut pas amener des personnes qu'on nomme politiquement sans expérience ou expertise sur les questions spécifiques en la matière. Par exemple, vous prenez quelqu'un pour aller négocier, par exemple, pour le climat, et la personne n'a aucune connaissance sur le climat. Et vous envoyez cette personne pour aller faire quoi exactement là-bas? Vous prenez quelqu'un pour aller négocier sur la transition énergétique aujourd'hui. Mais la personne ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce que la personne est outillée sur cette question? Quand on parle de la transition énergétique, nous voyons nos minerais, nous voyons le cobalt, le coton, le cuivre. Mais aujourd'hui, nous envoyons des personnes négocier pour la République démocratique du Congo sans poser des conditions qu'il faut et obtenir dans des accords obtenir ce qu'on appelle focaliser sur les intérêts de la République démocratique du Congo. Donc vous prêchez pour la résurrection de l'école diplomatique de qualité en RDC. Exactement, exactement. Et il faut une formation. Il ne suffit pas tout simplement question de nommer quelqu'un et l'envoyer en poste. Lorsqu'on parle de l'académie, par exemple, diplomatique, il faut tout structurer, il faut tout restructurer aujourd'hui. On n'en parle plus. Et pourtant, l'académie diplomatique doit former en tout cas des diplomates qu'il faut. Par exemple, vous envoyez quelqu'un en Chine qui ne parle pas chinois. Et pourtant, nous avons plusieurs de nos étudiants congolais qui ont étudié en Chine, qui ont de l'expérience, qui peuvent être recrutés par le ministère des Affaires étrangères, les former comme il se doit et les envoyer en Chine. Nous avons nos étudiants, nous avons des jeunes Congolais, par exemple, qui ont étudié aux États-Unis. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne parle pas l'anglais aux États-Unis. Et pourtant, il y a tous ces jeunes gens qui ont été formés, qui sont là, qui ne sont pas recrutés. On ne peut pas envoyer, par exemple, quelqu'un qui ne parle pas russe en Russie. Parce que nous avons de nos jeunes gens, même si, par exemple, l'ambassadeur ne parle pas la langue de là où il va, où il est déployé, mais plutôt, il doit être entouré par des personnes qui maîtrisent d'abord la langue. C'est très capital. Maintenant, que fait notre académie diplomatique? Comment est-ce qu'on recrute les diplomates pour les envoyer en poste? Donc, tout ça, ça compte. D'où je parle de la diplomatie d'excellence institutionnelle. Cela veut dire que nous devons, en tout cas, c'est pour cela que d'ailleurs au Sénat, j'avais proposé une loi sur portant statut particulier du corps de diplomate en 2022, qui a été adoptée à l'unanimité. Malheureusement, nous étions à la fin de la législature et cette loi n'a jamais, on n'a jamais eu l'occasion de l'envoyer à l'Assemblée nationale et après pour qu'elle soit promulguée par le président de la République. C'est là où je parle l'excellence de la diplomatie. L'excellence de la diplomatie. Et le problème ne réside pas dans les compétences individuelles. C'est plutôt dans la stratégie, comme je venais de le dire. La stratégie de l'État dans son ensemble. La stratégie de l'État dans son ensemble, parce que nous avons des Congolais qui ont de l'expertise qu'il faut, qui sont outillés sur les différentes questions. Mais nous recrutons politiquement, on ramasse quelqu'un, je ne sais pas, de chez moi à Congo là-bas, et directement on l'amène, je ne sais pas, à Washington, et il passe son temps à sillonner la ville, à prendre des photos, sans savoir même comment prendre contact avec les diplomates, ou à savoir avoir quel langage avec les diplomates. Il ne faut pas continuer à tromper le peuple congolais. La diplomatie, ce n'est pas ce qu'on nous vende. D'accord. Ça, c'est le premier pilier. Donc, on comprend bien, dans le premier pilier, vous appelez les institutions à être sérieux dans le recrutement, dans les processus de la création des diplomates. Voilà. Mais vous introduisez un deuxième pilier parmi les 5. Vous parlez de la diplomatie économique offensive. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'économie peut être un outil offensif pour aider la République démocratique du Congo? C'est ce que vous voulez dire? Ce n'est pas une utopie. C'est une nécessité.
c'est une nécessité aujourd'hui, car la diplomatie économique offensive est l'un des piliers majeurs pour toute diplomatie au monde, de n'importe quel État. On ne peut pas avoir une diplomatie qui ne nous assure pas la prospérité nationale. Et c'est là sur tous les plans. Alors, par exemple, nos réseaux d'ambassades, notre réseau d'ambassades. On ne peut pas avoir des diplomates qui ne sont pas payés pendant 4 mois, 5 mois. Non, mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir des diplomates. Les loyers ne sont pas payés. On ne peut pas avoir nos ambassades dont les loyers ne sont pas payés, par exemple. Parce que la diplomatie, c'est aussi le prestige. La diplomatie, c'est aussi mettre le diplomate dans les conditions qu'il faut. Un diplomate est censé se réveiller le matin, il prend son véhicule, il va prendre par exemple un café, il doit être à mesure d'aller prendre un café avec ses homologues ou pour discuter avec les gens. C'est aussi ce prestige-là. C'est ça même la diplomatie. C'est ça même l'échange, les contacts physiques, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est une diplomatie, avoir une diplomatie économique offensive n'est pas tout simplement, ce n'est pas un rêve, nous pouvons le réaliser. C'est possible. Aujourd'hui, nous avons une diplomatie qui se focalise sur les minéraux du pays. Où en sommes-nous avec les autres secteurs tels que l'écologie? La transition énergétique en général, ça c'est les minéraux. Et nous allons arriver sur le soft power et les autres questions. Justement, parce que le troisième pilier pour vous, oui. Vous partez de ce que vous appelez excellence diplomatique, vous entrez dans ce que vous appelez l'offensive économique, diplomatique économique, et finalement, là vous parlez de ce que vous appelez du soft power culturel. Vous dites que la culture est aussi un vrai pilier qui peut aider la diplomatie de la République démocratique du Congo. Bien évidemment. J'ai parlé du soft power culturel structuré parce que, je le répète, aujourd'hui, par exemple, la Corée du Sud, avec les K-pop, qui a réussi à positionner le pays sur le plan culturel et à booster l'économie du pays et l'image de ces pays. Aujourd'hui, on n'arrive pas, la diplomatie congolaise n'arrive pas à se focaliser sur cette question qui est la question culturelle. Et quand on parle de la culture, on ne voit pas seulement la musique. Nous voyons également les cinémas, nous voyons aussi l'art, nous voyons également plusieurs autres, ce que nous avons comme potentiel à mettre en avant. Donc, par exemple, ici en Europe, nous avons nos musiciens qui remplissent des salles. Je l'ai dit d'ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons Fally Ipupa qui est attendu au Stade de France. Et je pense que nous devons faire, par exemple, de la musique qui est, de la rumba, par exemple, congolaise, qui est classée patrimoine immatériel de l'humanité. Nous pouvons utiliser, par exemple, la rumba congolaise et tant d'autres talents que nous avons culturels, diplomatiquement, pour essayer de faire de la culture un instrument diplomatique puissant pour la République démocratique du Congo. Mais quand on voit nos artistes, quand on voit nos acteurs culturels dans la pauvreté, dans la misère, moi je me pose la question, est-ce vraiment la culture peut-elle être utilisée comme levier de la diplomatie? Mais on regarde la situation. Regardez nos artistes musiciens, nos artistes qui font le théâtre, nos peintres, nos dessinateurs, tout ça. On a vraiment l'impression que quand on le regarde, c'est des miséreux, des misérables, des gens abandonnés. Mais vous dites aux Congolais que vous pouvez utiliser ces gens et leur art
et leur culture pour justement gagner, avoir des bénéfices diplomatiques. D'ailleurs, toutes les stratégies se trouvent dans mon ouvrage. L'ouvrage en question n'est pas politique. Mon ouvrage, c'est une stratégie pour la nation, pour les étudiants, pour les lecteurs en général et les diplomates. C'est en tout cas une feuille de route diplomatique. Donc, nous pouvons structurer les secteurs, par exemple, culturels et aussi la musique. On ne peut pas seulement avoir nos musiciens qui vont vers le monde. Nous devons aussi nous devons faire aussi en sorte que notre musique attire le monde vers le Congo. Et par exemple, organiser des festivals, par exemple, internationaux, dans nos villes, par exemple, à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi et dans tant d'autres villes du pays, si je peux le dire. Donc, ça va booster les secteurs économiques. Je pense que le seul problème, c'est aussi le problème sécuritaire parce que qui dit tourisme, c'est aussi la sécurité qu'il faut. On parlera de ça d'ailleurs. Vous dites dans l'ouvrage, la culture congolaise, depuis la rumba jusqu'à la Congo Wave, est un instrument diplomatique à part entière. Ouais. Et d'ailleurs, vous citez Verkus Kamangana quelque part dans l'ouvrage. Vous dites, Verkus Kamangana a affirmé, notre musique est le reflet de nos racines, mais aussi le pont vers le monde. Donc, chaque festival, chaque exposition, chaque mélodie devient à ce moment-là un message silencieux, mais puissant. La RDC existe. Elle influence, elle rayonne. C'est profond ce que vous dites, hein, quand vous résumez en citant notamment à travers cette musique, nous pouvons faire rayonner notre diplomatie. Exactement. Cet ouvrage, c'est une puissance. Et j'en appelle en fait tout le monde de s'approprier l'ouvrage et surtout les artistes également. Donc, c'est en tout cas une chose que nous devons structuré comme il se doit. Alors, c'est l'affaire d'État. On ne peut pas laisser nos musiciens fonctionner également de manière individuelle, hein, sans l'accompagnement qu'il faut aussi parfois de l'État. Donc, ce sont ces atouts-là qui peuvent aider également l'État et la République démocratique du Congo de se positionner. Par exemple, lorsque nos musiciens chantent, est-ce qu'ils envoient quel message également au monde par rapport à la République démocratique du Congo? Donc, ils peuvent jouer un rôle important sur le problème et les défis que le pays a en ce moment. Donc, moi, je crois énormément à tous ces secteurs-là et au talent des Congolais dans ces secteurs culturels. Et nous ne pouvons pas seulement avoir une diplomatie qui se focalise sur un secteur. Alors, on va finir les piliers en prenant le 4e et le 5e. Le 4e pilier, vous parlez du leadership écologique. Ça, c'est important quand on sait que nous sommes le 2e poumon mondial après l'Amazonie. Nous avons, nous, chez nous, la grande partie du bassin du fleuve Congo, alors que nous n'en profitons pas pratiquement. Et vous attirez l'attention, j'ai vu des nombreux passages dans l'ouvrage, où vous alertez le Congolais, vous alertez la République démocratique du Congo sur la valeur et l'importance à promouvoir cette capacité écologique. Vous dites qu'avec l'écologie, nous pouvons exister sur le plan diplomatique. Expliquez-nous ça, madame. Très bien. Nous abritons le 2e poumon écologique de la planète. Nous pouvons faire de l'écologie une puissance diplomatique pour la République démocratique du Congo en essayant de faire ce qu'on appelle, par exemple, j'ai proposé cela dans mon ouvrage, penser à la création d'un groupe pluriétatique des pays forestiers tropicaux pour nous permettre d'avoir une plateforme commune de négociation au niveau international pour peser, si je peux le dire, à l'instar du Brésil,
de l'Indonésie et la RDC peut se positionner comme leader écologique. Cela veut dire, nous devons être à mesure de négocier ce qu'on appelle des financements climatiques équilibrés. Par exemple, à cela s'ajoute aussi ce qu'on appelle un mécanisme de compensation financières. Et à part cela, il y a aussi ce que j'ai dit ici, la création d'un groupe qui constitue une plateforme de négociation commune, comme je venais de le dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le pays fait et la diplomatie fait sur le plan climatique? Aujourd'hui, avec l'écologie, qu'est-ce que la diplomatie peut nous dire aujourd'hui que voilà les résultats dans ces secteurs? Donc c'est un champ important que nous négligeons d'une certaine manière, qu'on ne sait pas exploiter. C'est un champ très important que nous négligeons, que nous pouvons exploiter et ça peut booster l'économie de la République démocratique du Congo. Mais il faut bien négocier. Et pour négocier, il faut peser. Et pour peser, il y a les rapports de force. D'où je propose à ce qu'on va vers ces États, des pays tropicaux, forestiers tropicaux, mettre en place une plateforme, en tout cas, qui peut être à mesure de négocier et que nous puissions obtenir ces financements. C'est très capital. Aujourd'hui, vous avez des pays, par exemple, qui sont autour du Congo, qui se positionnent sur le plan écologique, tout simplement parce que la République démocratique du Congo n'arrive pas à mettre une stratégie en place pour s'imposer, parce que nous abritons le deuxième poumon écologique de la planète quand même. Aucun pays autour de nous, aucun pays autour du Congo peut aujourd'hui se dire que non, voilà, se positionne pour être leader écologique. C'est la République démocratique du Congo qui doit prendre les devants. C'est parce que nous manquons la stratégie. Et la stratégie se trouve dans mon ouvrage. Donc il faut. Et du coup, je recommande l'ouvrage à tout le monde. C'est pas un ouvrage politique, ce n'est pas une stratégie partisane, c'est plutôt une stratégie nationale. Une stratégie nationale pour le présent et l'avenir de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parlait de l'économie offensive, d'une diplomatie économique offensive, lorsque j'évoquais la transition énergétique, quand on regarde, quand nous négocions par exemple les accords, il n'est pas mal d'avoir les accords avec tout le monde. Mais ce qui est plus important, c'est de faire tout pour que nous puissions être à mesure de négocier, par exemple, la transformation locale. Et à part la transformation locale, il y a aussi ce qu'on appelle la montée de la valeur dans la chaîne. C'est très, très capital. Et aussi les transferts des technologies. Mais nous négocions ces accords sans pour autant aussi imposer les intérêts qu'il faut de la République démocratique du Congo. On ne peut pas aller négocier sur les minéraux sans, par exemple, consulter les populations locales de ces endroits-là. On ne peut pas aujourd'hui négocier au nom des Congolais pour les Congolais, mais sans négocier au nom des Congolais sans les Congolais. C'est contre les Congolais. Lorsqu'on négocie des contrats comme ça, on implique le Parlement, on implique le peuple, mais il y a des accords qui sont signés sans que le Parlement ne soit impliqué, il y a des accords qui sont signés sans que le Parlement ne les examine, il y a des accords qui sont signés sans l'autorisation du Parlement. Ça inquiète, parce que lorsqu'on ne consulte pas le peuple, néanmoins on doit consulter le Parlement, parce qu'on considère également que le Parlement représente le peuple, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, les accords de Washington, moi je soutiens les partenariats avec les États-Unis, mais la question que je me pose est celle de savoir pourquoi ces accords ne sont jamais déposés, ils n'ont jamais déposé ces accords au Parlement.
pour que le Parlement en discute et pour que le Parlement également examine ces accords. Et aujourd'hui, on voit le gouvernement déposer ces accords au Parlement pour que le Parlement fasse quoi? Parce que les accords sont déjà en vigueur. Ça, c'est tout un problème. Mais juridiquement, je pense que ces accords n'existaient pas en République démocratique du Congo. Parce que l'autorisation, le Parlement n'a jamais donné son aval. Le Parlement n'a jamais examiné ces accords. Et du coup, nous devons suivre la règle. Nous devons suivre la Constitution et respecter la séparation de pouvoir. On ne peut pas se constituer en Parlement, on ne peut pas se constituer en gouvernement, on ne peut pas se constituer en toutes les institutions du pays. Néanmoins, montrons que nous sommes sérieux. Lorsque les autres ont signé ces accords, ils sont rentrés dans leur pays, les ratifier et aller les signer définitivement, obtenir également ce qu'on appelle l'autorisation. Donc il faut aussi respecter nos textes, respecter nos lois pour qu'on nous respecte au niveau international. Et si nous ne respectons pas nos lois, personne ne nous prendra au sérieux. On ne peut pas engager tout un pays comme si on engageait sa propre maison. Il faut respecter les institutions du pays. Il faut respecter les élus qui sont là et ils doivent travailler. Maintenant, les accords sont déposés au Parlement pour alors, ils ont déjà été signés. Alors, on finit les piliers avec un tout dernier, un cinquième pilier. Oui. Vous avez parlé des alliances renouvelées. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par alliance renouvelée? Qu'est-ce que le lecteur du livre doit comprendre lorsque vous parlez de la question des alliances renouvelées? Bon, écoutez, nous devons quitter la diplomatie protocolaire, la diplomatie des représentations pour faire une diplomatie surtout économique offensive en allant vers les intérêts qu'il faut la République du Congo. Diversifier nos partenariats. Voyez-vous, lorsque nous diversifions nos partenariats, la RDC garde le contrôle sur ces minéraux. Ce qu'il ne faut pas permettre, c'est les face-à-face exclusifs. Donc, il ne faut pas créer des monopoles par rapport à nous. Ce qu'il ne faut pas permettre, ce sont des alignements automatiques. Il faut tout faire pour diversifier nos partenariats. J'aimerais que le partenariat avec la Chine, c'est pas mal. Avec les États-Unis, ce n'est pas mal. Mais on ne peut pas permettre à ce que nous prenions la plus grande partie, nous ne devons pas perdre le contrôle sur nos minéraux. C'est pour cela que lorsque les diplomates négocient, il faut être à mesure de garder le contrôle parce que la RDC ne doit pas devenir un terrain de rivalité. La RDC doit devenir plutôt un acteur souverain. Il faut tout d'abord garder notre souveraineté. Et ce qui est plus important, nous ne pouvons pas avoir les ressources du Congo qui enrichissent d'autres pays. Et si nous continuons à avoir un sous-sol qui est riche, avec une stratégie diplomatique pauvre, nous resterons riches pour les autres. Nous resterons riches pour les autres. Et le Congo ne doit pas être un pays riche, mais un pays riche pour le monde entier, un pays riche pour le monde entier, mais le peuple congolais demeure dans la pauvreté. Donc, une diplomatie qui n'arrive pas à assurer la prospérité nationale est une diplomatie qui a échoué. Donc, on ne peut pas parler d'une diplomatie agissante dès lors qu'il n'y a pas de l'eau à Kinshasa où il n'y a pas d'électricité. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit, il y a un numéro spécial et ce soir, je rappelle que nous tournons avec l'honorable Francine Muyumba et qui nous a donc fait l'amabilité de venir sur ces plateaux pour nous présenter son tout dernier ouvrage pour une diplomatie congolaise, source des prospérités nationales et des rayonnements internationaux. Vous peignez la diplomatie, vous la définissez, vous parlez des piliers importants, mais vous dites quelque chose, et ça vous le soulignez en gras, il est à noter que ces piliers ne peuvent s'élever sans cohésion nationale, sans paix intérieure et sans gouvernance transparente. On peut tout apprendre de ce que vous dites, mais s'il n'y a pas la cohésion nationale, s'il n'y a pas la paix intérieure, s'il n'y a pas la gouvernance à l'intérieur du Congo,
Il n'y aura jamais. Et vous dites, chaque Congolais devient dès lors un acteur de cette renaissance. Chaque effort individuel ou collectif contribue à façonner un pays capable d'assumer son rôle sur le continent et dans le monde. Là, c'est un autre abéné que vous faites. C'est bien de mettre en place les piliers, c'est bien de regarder ce que vous regardez, mais vous tirez l'attention en nous disant, nous n'arriverons jamais à avoir cette diplomatie qui rayonne s'il n'y a pas de cohésion nationale, s'il n'y a pas de paix intérieure, s'il n'y a pas de gouvernance transparente. Ça veut dire que dans le contexte où il y a le Congo aujourd'hui, jamais, alors jamais, nous n'aurons cette diplomatie. Parce que ces éléments que vous relevez ici, on ne peut pas les retrouver dans notre pays à l'heure actuelle. Exactement. C'est de cela qu'il s'agit et c'est la raison pour laquelle nous devons d'abord nous organiser au niveau interne pour mettre en place, pour nous permettre d'avoir une diplomatie, une puissance diplomatique. Sans la cohésion nationale, sans la lutte contre la corruption, les antivaleurs. La bonne gouvernance, la gouvernance transparente. Vous parlez de la gouvernance transparente. La bonne gouvernance qui respecte les lois, parce qu'un pays qui respecte les lois du pays, c'est un pays qui stabilise le pays, c'est pour la stabilité, la paix et la stabilité du pays. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Américains viendront investir s'il y a des problèmes au Congo? Je ne pense pas. Lorsque le pays qui investit en République du Congo décide, par exemple, parfois d'aller transformer les minéraux ailleurs, c'est parce que parfois ils n'ont pas confiance aux institutions de la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous ne devons pas continuer à exporter de matières premières brutes, si je peux le dire. Donc, nous devons, par exemple, négocier, par exemple, lorsque je parle des transformations locales, lorsque nous négocions ces accords, nous devons être à mesure de mettre en place des industries au niveau local qui vont donner des emplois aux Congolais. On ne peut pas prendre ces minéraux bruts, matières premières brutes, les amener ailleurs pour aller créer ces emplois pour d'autres personnes, pour d'autres pays. Nous devons tout faire au niveau interne pour nous permettre de donner ces emplois aux Congolais et surtout aux jeunes Congolais. Donc, sans la cohésion, sans la paix et la stabilité, il est impossible d'évoquer une diplomatie agissante. Une diplomatie agissante, c'est également le résultat du développement au niveau interne. Une diplomatie agissante, c'est également les résultats de la paix et de la stabilité au niveau interne. Une diplomatie agissante, c'est également la démocratie et la liberté des Congolais. Une diplomatie agissante, c'est aussi lorsque les Congolais sont capables de faire l'opposition en République démocratique du Congo sans peur d'être réduits au silence ou sans qu'il y ait l'opposition, l'imposition d'une pensée unique. Une diplomatie agissante, c'est aussi lorsque à Kinshasa, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas des enlèvements, ainsi de suite. Une diplomatie agissante, c'est aussi lorsque je prends mon véhicule et je me rends à Lubumbashi de Kinshasa, à Lubumbashi par véhicule, et ainsi de suite. C'est là qu'il s'agit. Ce que je répète ici, et que la diplomatie interne, la politique interne, c'est ça même la diplomatie. On ne peut pas prétendre sillonner le monde, voir tous les grands du monde, avoir des photos avec eux, faire des grands discours dans les institutions internationales, obtenir des résolutions dans les institutions internationales. Mais ces résolutions doivent avoir de l'impact sur le quotidien des Congolais, le social des Congolais. Qu'est-ce que nous ramenons au pays? Nous sortons pour aller parler du Congo, positionner le Congo. Mais au retour, qu'est-ce que les Congolais gagnent? Qu'est-ce qu'une personne, par exemple, qui est à Butembo gagne de cette diplomatie? Est-ce que cette diplomatie ramène l'accès aux soins de santé de qualité pour les Congolais? Est-ce que cette diplomatie ramène une éducation de qualité, accès à l'éducation de qualité? Est-ce que cette diplomatie nous amène les infrastructures? Est-ce que cette diplomatie nous ramène la paix? Est-ce que cette diplomatie nous ramène la stabilité
la cohésion nationale? Est-ce que cette diplomatie défend les intérêts de la République démocratique du Congo? Est-ce que cette diplomatie est au service des Congolais? Point d'interrogation. C'est de cela qu'il s'agit dans mon ouvrage. Je l'ai produit avec une expérience institutionnelle, après avoir présidé pendant 5 ans au Sénat la commission des relations extérieures, où on auditionnait les différents ministres des Affaires étrangères, travail en étroite collaboration avec les administratifs des Affaires étrangères, et aussi en contact avec notre réseau d'ambassades. Donc, j'ai eu le temps d'observer, d'analyser et enfin faire cette proposition au peuple congolais. C'est une ambition stratégique pour le pays. Il y a même ceux qui posent des questions pour savoir, tu parles de la musique congolaise au moment où il y a la guerre à l'Est. Exactement. Il y a ce qu'on appelle, vous parlez aussi quelque part de la vitalité de la jeunesse à laquelle vous croyez, alors que tout le monde sait que la jeunesse aujourd'hui, c'est les Koulouna, c'est les Wewa. On a l'impression que vous êtes naïf d'une certaine manière en évoquant un certain nombre de choses. Non, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle une vision. Vous dites, quelque part dans le voix, vous dites la vitalité de la jeunesse congolaise à laquelle je crois. Je me dis, mais elle parle de quelle jeunesse? Il y a ce qu'on appelle... Les Koulouna qu'on a chez nous au pays, vous parlez... On parle d'une vision. Il y a une différence. Il y a une urgence ne vient pas effacer une vision. Les urgences sont là, mais le pays doit continuer également avec sa vision. Et lorsqu'on parle du soft power culturel structuré, on voit également la musique congolaise. Donc, on peut continuer la vision. Nous avons des urgences qui demandent notre focus, mais en même temps, nous continuons avec la vision. Ça, c'est une vision. On n'abandonne pas une vision lorsqu'il y a une urgence. Une urgence est venue trouver la vision. Et ce qu'on fait, vous travaillez avec la vision et avec l'urgence. Et la vision doit également aider à ce que l'urgence puisse trouver également des solutions. Donc, j'ai commencé à travailler sur cet ouvrage depuis 2020. D'ailleurs, lorsque je suis entrée au Parlement, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme un cheveu dans la soupe, mais plutôt un travail qui m'a pris en tout cas beaucoup de temps pour le travail et pour le produire. Et je suis contente que lorsque le manuscrit est arrivé chez l'Harmattan, la façon et la manière dont ils ont apprécié le travail et le préface qui a été fait par Emmanuel Collier, qui est un grand avocat de Paris et aussi qui est dans le département aussi stratégie et diplomatie de l'Harmattan. Donc, du coup, c'est une stratégie importante pour la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un bel ouvrage. Moi, j'ai eu le temps de le décortiquer. Je vous le recommande. Francine Muyumba nous propose pratiquement un guide opérationnel pour positionner les Congos dans le concert des nations. Et là, on va peut-être terminer par là pour parler de la politique. Vous appelez à une révolution d'esprit diplomatique. Ouais. Vous amenez la foi, le Saint-Esprit, révolution d'esprit diplomatique. Écoutez, la révolution. J'ai vu que vous l'avez également souligné en grand. Vous dites que vous appelez à gorge déployée, vous appelez à une révolution d'esprit diplomatique. Bien entendu. Dans un pays en guerre où on dit que les FCM23 c'est des révolutionnaires, c'est des concepts qui font peur d'une certaine manière. Non, il ne s'agit pas d'incantation de toutes les façons, ni de miracles là. Il s'agit d'un travail acharné qu'il faut imposer, un travail collectif d'abord des Congolais qui nous sommes, parce que la diplomatie ne doit pas seulement se discuter dans les chancelleries ou se discuter dans les capitales du monde. Les Congolais également doivent s'intéresser à la diplomatie. Les Congolais doivent débattre et ils doivent participer sur les questions diplomatiques et faire des recommandations comme il se doit. Ce qui est décidé sans nous et contre nous.
et la raison pour laquelle tout le monde doit être C'est ça la révolution impliqué. de cet C'est esprit. ça la révolution, faire participer tous les Congolais. Vous ne pouvez pas prendre des décisions au nom des Congolais sans qu'ils ne soient impliqués. Vous ne pouvez pas aller signer des accords sans que les Congolais soient au courant des choses dans lesquelles on les implique. On signe ces accords au nom des Congolais, pas au nom d'un régime, pas au nom d'un clan politique, mais on les signe pour les Congolais. Écoutez, pour l'avenir de nos enfants. Du coup, nous devons savoir les points, les virgules et tout ce qu'on implique dans les décisions que nous prenons pour l'avenir du pays, également pour le présent. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Le Parlement doit être impliqué et tous les Congolais laisser l'opposition fonctionner comme il se doit, et ainsi de suite. C'est ça aussi la diplomatie. Allez, les amis, je rappelle les titres de l'ouvrage pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et de rayonnement international. C'est donc le tout dernier ouvrage de l'ambassadrice Francine Ouyumba Fouraï Kanga. Les livres a été publié chez l'Harmattan. Je vous recommande donc cet ouvrage. Je vous dis que moi, j'ai jeté un coup d'œil, c'est important. C'est vraiment une sorte de guide pour amener la diplomatie de la République démocratique du Congo à rayonner également sur le plan international. Alors, Madame Ouyumba, vous êtes non seulement auteur d'ouvrage, Ouais. mais vous êtes aussi dans la politique. L'actualité politique dans le pays reste dominée sur le débat lié à la révision de la Constitution. Vous savez que le président Tshisekedi a dit qu'il peut l'en empêcher. Aujourd'hui, il y en a les pour et les contre. Vous êtes juriste et d'ailleurs avocate, ça c'est une très bonne chose. Est-ce que vous pensez que ceux qui estiment que nous devons réviser la Constitution aujourd'hui ont raison? Bon, je savais que tu n'allais pas me laisser partir sans pour autant évoquer les questions d'actualité. On ne peut pas réviser la Constitution au moment où le pays est en guerre. La Constitution en soi prévoit sa révision. Je ne vais pas dire ici que il est interdit de réviser la Constitution. Mais le moment qu'on choisit pour réviser la Constitution, il nous faut la cohésion nationale. Il faut la paix, il faut la stabilité. Or, aujourd'hui, le pays est en difficulté à l'Est. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ajouter, par exemple, d'autres crises ou d'autres problèmes sur le problème que nous avons déjà. La priorité pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est un dialogue national inclusif. Pas un dialogue selon les conditions unilatérales d'un clan. On ne peut pas faire partir du problème et imposer les jets. Non, mais qu'est-ce qu'il dit le président Tshisekedi? Il dit qu'il oui Je au suis dialogue. contre, Je reviendrai sur la révision de la Constitution. Vous ouvrez une parenthèse. Je vais m'embrayer et on reviendra. Oui. Parce que vous avez parlé du dialogue. Le président Et là, Tshisekedi dit je ne oui. pense que vous m'embrouillez sur le dialogue, sur la Constitution. Ok, on Vous parlera de voulez ça. que je continue avec le dialogue ou la Constitution? Non, mais vous dites que il est Allez-y, hors de allez-y, question que lui allez-y. qui est problème pose. Allez-y. Il vous dit oui au dialogue, mais un dialogue qui ne va pas toucher aux institutions de la République. Oui. Deux, Oui. pas des dialogues avec des gens qui ne condamnent pas. Vous, Mouyumba, par exemple, je ne vous ai jamais entendu parler et condamner l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans l'Est. Pour vous, Corneille Nangaa et l'FCM 23, c'est des héros, c'est des révolutionnaires, c'est des rebelles ou des agresseurs. Tshisekedi dit commencer par condamner. Est-ce que c'est trop vous demander ça? Surtout vous, qui êtes de l'Est et de la République. Écoutez, Monsieur Perrault, lorsque nous parlons du dialogue national inclusif, c'est pour que les responsabilités soient établies. Nous ne pouvons pas aujourd'hui évoquer les conséquences des problèmes que nous avons aujourd'hui sans aborder les causes qui constituent la source également de tous ces problèmes. C'est le narratif qui avait imposé les régimes de Kinshasa. Nous voulons discuter toutes ces questions au dialogue national. Le gouvernement doit nous dire
Parce que le gouvernement est responsable, tout d'abord, auprès des Congolais, de tout ce qui arrive au pays. Parce qu'ils ont la gestion du pays. Ils doivent nous dire comment nous en sommes arrivés là. Et c'est les questions que nous voulons poser au gouvernement. Il ne faut pas nous imposer à encaisser ou accepter un narratif qui consiste à mettre en lumière seulement les conséquences non, mais le narratif, de ce que nous vivons aujourd'hui. Le narratif, c'est quoi? Le Congo est-il agressé, oui ou non, Madame Lumumba? Monsieur Perrault. Est-ce que nous sommes agressés, oui ou non? Est-ce que le président Tshisekedi vous appelle à reconnaître ça? Est-ce que nous pouvons aller sur les principes? C'est quoi les principes? Les principes, c'est d'amener le Rwanda et de ne pas accepter. Arriver là où nous sommes, Monsieur Perrault. Mais nous sommes arrivés. Le pays est agressé. Vous ne reconnaissez pas. Tu as mentionné par exemple le M23 et ainsi de suite. Monsieur Perrault, nous étions au Parlement lorsque Bunagana est tombé et lors de la chute de Bunagana. Personnellement, ensemble avec le membre de la Commission des Relations Extérieures, on avait évoqué le ministre des Affaires étrangères pour l'interroger, pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et à l'époque, on avait demandé au gouvernement de négocier avant qu'ils avancent vers d'autres territoires. Mais ça n'a jamais été fait. Parce que le gouvernement nous faisait croire qu'il possédait des solutions. Mais 4 ans plus tard, aujourd'hui, nous devons poser des questions au gouvernement. Nous devons poser des questions au gouvernement. Et cela ne peut que se passer à travers un dialogue national inclusif. Aujourd'hui, vous nous parlez du M23. Mais ce n'est pas un secret. Au début, qu'est-ce que le M23 faisait à Kinshasa pendant plus de 14 mois, M. Perrault Louara? Cette question ne trouve pas de réponse. Et le gouvernement ne veut pas entendre ça. Qui avait invité le M23 à Kinshasa? Pour quel but? Pour quel deal? Et pourquoi avons-nous les problèmes que nous avons aujourd'hui? D'où vient le problème aujourd'hui? Donc, vous ne condamnerez pas le Rwanda. Vous n'allez pas condamner l'FCM 23. Vous n'allez pas condamner le Rwanda. Monsieur Perrault, écoutez. C'est ça la condition de Tshisekedi. C'est vous qui m'avez amené sur ce terrain. Écoutez. Moi, j'étais au Parlement et mes positions étaient claires. Dès le début de cette guerre, mes positions étaient claires au niveau du Parlement. Si vous allez en ligne, vous allez les trouver. L'agression contre notre pays, aucun pays n'acceptera d'être négocié et d'être agressé. Mais les responsabilités, M. Perrault. Mais commencez par dire que l'FCM 23 est le soutien du Rwanda. Commencez par dire que le Rwanda nous agresse. Commencez par dire que nous sommes agressés. Écoutez, depuis combien d'années qu'on condamne? Nous, la question aussi qu'on envoie au gouvernement, c'est de savoir pourquoi ils n'arrivent pas à trouver des solutions concernant cette question. On a des gens sillonnent. Donc quand Tshisekedi dit pour avoir un dialogue, il faut condamner. Ceux qui ne condamnent pas ne viendront pas. Vous dites que vous ne viendrez pas parce que vous n'allez pas condamner. Un dialogue. Ça, ce n'est plus un dialogue. Donc vous ne condamnerez pas. Ça, ce n'est plus un dialogue. Ça, ce n'est plus un dialogue. Lorsque il faut aimer la paix, M. Perrault Louara. La paix. Quand on cherche la paix, négocier n'est pas signe de faiblesse. C'est un signe de grandeur politique. Nous avons des questions à poser au gouvernement. Et ces questions, c'est à travers le dialogue national inclusif. Le gouvernement nous pose des questions. À quand les réponses à nos questions aussi? Et où et comment? Et ce n'est pas le gouvernement qui doit nous imposer les règles des jeux. Il faut qu'il y ait des consensus pour les parties prenantes. Un dialogue national inclusif implique la majorité, l'opposition, la société civile et les communautés concernées, les communautés locales. Nous devons nous regarder, nous devons aimer la paix. Moi, je soutiens la paix. J'ai grandi dans la guerre, je connais les conséquences de la guerre. Aujourd'hui, le Congo a besoin de la paix.
Nous devons tout faire pour sortir nos populations de cette souffrance. Le problème humanitaire, les femmes, les enfants, ainsi de suite. Je suis femme telle que je suis ici. Je ne peux pas me réjouir de la souffrance d'autres femmes. Également, la guerre n'est pas une bonne chose. Nous devons tous aller dans le sens d'encourager à ce qu'il y ait ces dialogues-là, pour que tout le monde puisse venir sur la table, y compris ceux qui occupent les zones qui ne sont pas contrôlées par les gouvernements. Nous devons leur poser la question pourquoi ils ont pris les armes. Revenons sur la question du changement. Oui. Ça, c'était une parenthèse qu'on ouvrait. Vous dites qu'on ne peut ni changer ni réviser la Constitution vu le contexte actuel parce que le pays est en guerre. Oui, en tout cas, M. Perrault, l'état dans lequel le Congo se trouve aujourd'hui, est-ce que nos amis du régime peuvent se permettre même envisager une quelconque révision constitutionnelle? Presque l'ensemble du Nord Kivu échappe au contrôle du gouvernement, les Sud Kivu, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça la priorité? Ça montre que la priorité pour le gouvernement, ce n'est pas la paix et la stabilité du Congo. Si on cherche à réviser la Constitution aujourd'hui, pendant que les pays traversent ce moment difficile sur le plan sécuritaire, peut-être si l'objectif est de balkaniser la République du Congo. Peut-être si l'objectif est de balkaniser la République. La révision, le changement de la Constitution pour vous amènera à la balkanisation. Dans cet état, je t'envoie à l'article 219 de la Constitution, qui est également clair là-dessus. L'état de guerre, l'état de siège, ainsi de suite. On ne peut pas réviser la Constitution pendant que le pays est dans une crise à laquelle, dans une crise jusque-là qui est un problème majeur pour la République du Congo. Voyez-vous? Et là, nos amis ne veulent pas réviser la Constitution. Ils veulent changer la Constitution et ils veulent toucher l'article 220 de la Constitution. Et d'ailleurs, ils veulent le faire par la voie parlementaire. Mais ça, c'est grave. La Constitution, son article 218 prévoit des voies. Comme vous le savez, la voie parlementaire, et la voie référendaire et la voie parlementaire. Et lorsque l'alinéa 3 de l'article 218 demande à ce que qu'il y ait, pour une révision définitive, qu'il y ait un référendum, c'est tout d'abord un principe. L'alinéa 4 commence par toutefois. C'est l'exception. Alors, on ne peut pas mettre une exception comme priorité au moment où il y a un principe qui est une condition. Et du coup, ce que nos amis veulent faire, c'est en tout cas une chose qui peut créer des problèmes au pays énorme, d'où il est nécessairement question, même si on envisageait une quelconque révision constitutionnelle de certains articles d'abord verrouillés par l'article 220 de la Constitution, ou un changement de la Constitution, la voie référendaire reste demeure des principes. Et du coup, nous pensons qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas ça. Nous ne devons même pas parler de ça. C'est une distraction, je vous l'ai dit, M. Perrault. On veut nous distraire. Les régimes veulent nous distraire. Parler de la Constitution en ce moment. Pendant 5 ans, il n'y a pas de solution. Vous ne voulez pas dialoguer. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution pour la République démocratique du Congo, c'est le dialogue. C'est les réformes que nous devons amener au sein de notre appareil sécuritaire. C'est très capital. Mais quand tu sais on ne peut pas avoir une armée qui n'est pas bien outillée, bien formée et prétendre protéger l'intégrité territoriale. Mais quand tu sais qu'il dit que cette constitution n'est plus en phase avec nos réalités,
que c'est une constitution est-ce que c'est la constitution qui empêche... Et il dit que la constitution est une constitution de belligérants. Est-ce que c'est la constitution qui empêche de diriger la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est la constitution qui empêche? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à ce que le Congolais puisse avoir accès à l'eau potable? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à ce que le Congolais puisse avoir accès à l'électricité? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à ce que le médecin soit payé en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à ce que le fonctionnaire ne soit pas payé à temps? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à ce que nos diplomates ne soient pas payés à l'international? Est-ce que c'est la constitution qui empêche à ce que les choses ne soient pas, que le pays ne soit pas gouverné comme il se doit? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas une question du texte. C'est plutôt une question d'individus, des personnes qui gouvernent le pays. On ne gouverne pas ce pays. Le pays sans le respect des lois. On ne gouverne pas le pays sans l'écoute des autres. On ne gouverne pas les pays sans la cohésion nationale. On ne gouverne pas les pays lorsque on viole la liberté d'expression des Congolais. On ne gouverne pas les pays lorsque tous les opposants sont à l'extérieur du pays. On ne gouverne pas les pays lorsque on impose la paix aux Congolais. Et du coup, on pense qu'avec tous ces problèmes, on va penser à la révision de la Constitution. On révise la Constitution pour avoir fait quoi pour les Congolais? On révise la Constitution pour avoir restauré la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. On révise la Constitution pour avoir assuré la démocratie, ainsi de suite. Il faut savoir partir. Ah, qui doit partir? Le président Tshisekedi? Bien sûr. On dit qu'il ne part pas, il a une mission. Tshisekedi n'a pas un mandat, il a une mission. Écoutez. Est-ce que les Ukrainiens ont demandé à Zelensky de partir alors que son mandat est fini? Ça fait quoi? En droit, M. Perrault, je ne commente pas les rumeurs. Je commente les règles. Le président a une mission, le président n'a pas un mandat. Le principe, la Constitution donne des mandats, parle de des mandats. Moi, je ne peux que me limiter au niveau de la Constitution. Est-ce que vous avez entendu les Ukrainiens demander à Zelensky de partir? Comment le président Tshisekedi peut-il partir en temps de guerre? Il a un mandat, il a plutôt une mission, il faut qu'il en finisse avec le Rwanda. Ce qu'ils évoquent, c'est un rêve. Ils ont échoué, ils doivent dégager, et d'autres Congolais capables doivent venir et gérer les pays, stabiliser les pays, assurer le développement pour les Congolais et laisser à ce que le développement... Ils vont le faire comment aussi longtemps que le Rwanda est sur notre sol? Monsieur Perrault, Tshisekedi finir sa mission, il dit qu'il veut en découdre avec le Rwanda. Les élections de 2023 ont été organisées comment? Les élections de 2023 ont été organisées comment? Donc en 2023, il n'y avait pas la guerre. C'est ce que vous voulez nous dire. Sauf si la guerre a commencé après 2023. Donc vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il n'y avait pas la guerre en 2023? Les élections ont été organisées. Des élections que nous savons tous chaotiques. Parce que la loi électorale, les élections ne peuvent s'organiser qu'en une journée. Mais les élections ont été organisées pendant 7 jours. En violation de la loi électorale. Donc même le Parlement qui est là est frappé d'illégitimité, si je peux le dire. Donc du coup, ils ne peuvent pas évoquer cette thèse-là. Donc la question de la mission de Tshisekedi, vous dites que c'est une rêverie. Ne me parlez pas des missions, monsieur Non, mais c'est le discours aujourd'hui, c'est le narratif. Moi, je suis juriste de formation, je ne commente pas les spéculations, je commente les règles. Et maintenant, je parle de la Constitution de la République démocratique du Congo qui confère des mandats à un président de la République. Il termine, il part. Un autre viendra. Il est venu parce que un autre est parti. Voyez-vous, c'est parce qu'il y a eu l'alternance qu'il est venu au pouvoir. Et maintenant, il doit partir pour qu'un autre puisse venir et ensemble que nous essayons de trouver des solutions qui sont les nôtres. Ils ne font pas penser à cette histoire de révision des constitutions. Ce que je conseille par contre au régime de Kinshasa, c'est de se focaliser sur un dialogue national inclusif, d'écouter la CENCO et l'ECC, c'est très capital.
Et nous devons avoir un dialogue selon les principes de la CENCO et l'ECC qu'ils ont mis en place, et non pas selon les principes du gouvernement. Le gouvernement lui-même constitue un problème. Comment est-ce que le gouvernement veut se constituer en juge? Non, ça n'a pas de sens. Nous devons avoir des consensus pour qu'il y ait dialogue. On ne peut pas avoir un dialogue selon les conditions de Kinshasa. Ça ne va pas marcher. Et alors maintenant, nous allons avoir un dialogue sous l'égide des injonctions qui nous sont données ou des règles qui sont imposées. Nous devons aller au dialogue, discuter des problèmes qui sont les nôtres. Cela veut dire, si le gouvernement a des problèmes à reprocher à l'opposition, c'est au dialogue qu'ils vont tabler ces problèmes. Mais c'est nous qui demandons des comptes, parce que les gouvernants sont censés nous dire pourquoi nous traversons tous ces problèmes. Et du coup, je pense que nos amis doivent oublier cette aventure. Mais vous avez évoqué la balkanisation. Je sais que c'est un concept qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. On me signale d'avoir pourtant petit à petit vers la fin de l'émission. C'est la question de la soudanisation. Vous êtes un proche des Kabila et à un moment donné, vous avez travaillé comme présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Vous êtes du PPRD aussi. Votre président national, M. Kabila, dit que nous tendons vers la soudanisation. Le gouvernement dit qu'il ne faut même pas que les Congolais prennent ce mot. Il y en a qui estiment que Kabila prêche aujourd'hui pour la balkanisation. Soudanisation, c'est balkanisation. Comment justifiez-vous ces concepts-là, sortis de la bouche d'un ancien président de la République? Monsieur Perrault, dans quel état se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui? Est-ce que l'ensemble du territoire national est sous contrôle du gouvernement congolais? Vous savez, vous voyez ce qui se passe en Ituri, non? Le problème, ce n'est pas seulement dans les Nord Kivu et les Sud Kivu. On tue les gens tous les jours dans la province d'Ituri. Même à Kinshasa aujourd'hui. Même à Kinshasa aujourd'hui. Les Mobondo, à Obandondo, etc. Exactement. Donc les problèmes sont partout. Les problèmes sont partout. Maintenant, avec tous ces problèmes-là, vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Donc Kabila a raison d'avoir peur de la soudanisation. C'est ça les mots que vous cherchez de ma bouche? Oui. Pourquoi pas? Parce que lui, il a dit que les Congolais patriotiques ne peuvent pas prononcer ces mots-là de leur bouche. Il ne peut pas imposer... Ils ne peuvent pas sortir ces mots-là de leur bouche. Il ne peut pas imposer son narratif aux Congolais. Les Congolais sont libres de réfléchir. Les Congolais sont libres de faire, de participer et aussi de se prononcer sur les questions qui les concernent. Un Congolais comme Kabila, ancien président de la République, qui est à Goma, contrôlé par la FCM 23, soutenu par le Rwanda, qui fait un discours le 23 mars. Beaucoup de coïncidences. C'est quand on dira de lui que c'est lui qui alimente et c'est lui le patron de la FCM 23 alors qu'il est à Goma, vous allez dire non, 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 non. Vous donnez un peu le bâton pour se faire battre vous-même. L'interview du président Kabila a été réalisée le 20 mars. Si les journalistes choisissent de les publier le jour qu'ils veulent, alors qui sommes-nous de dire aux journalistes quand est-ce qu'il faut publier cet article? L'interview a été réalisée le 20 mars et c'est écrit clairement dans l'article. Donc, du coup, ce sont des polémiques de la rue qu'il ne faut pas en tout cas suivre parce que l'interview n'a jamais été organisée le 23 mars. Donc, le journaliste est libre de publier son article le jour qu'il choisit. Donc, ce n'est pas à nous, ni au président Kabila, de lui dire quand est-ce qu'il faut publier l'article. Que Kabila soit à Goma, contrôlé par la FCM 23, soutenu par le Rwanda, ça ne vous dérange pas? Ce n'est pas un soutien tacite que Kabila adresse à ces mouvements, quoi. Mais, Monsieur Perrault-Loara, merci de m'avoir accueilli. Je ne vous laisserai pas partir comme ça. Madame Yuma, on va terminer. Oui. Les Congolais vous regardent. Oui. Si vous étiez demandé de leur lancer un message en 1 minute, ça sera quoi votre message? Bon. Au moment où le pays traverse des moments, en tout cas, critiques de l'histoire de notre pays, nous devons aller vers la cohésion nationale. Nous devons prêcher la paix. Nous devons être à mesure
de nous regarder en face, de nous dire des vérités pour trouver des solutions aux problèmes qui affectent nos populations. Pensons à ces femmes qui souffrent, à ces enfants. Oublions les intérêts individuels, les intérêts politiques des uns et des autres. Et je lance un appel à tous les Congolais de barrer la route à toute personne qui voudra, en tout cas, diviser le Congo. Nous devons nous battre contre les dialogues, contre les discours de haine, parce que c'est ensemble que nous construirons le Congo à travers la paix, l'unité nationale. Je ne crois pas à la division, je ne crois pas à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Je crois à un Congo uni, je crois à un Congo fort, je crois à l'unité nationale. Refuser la haine, refuser les divisions, parce que le Congo, sans les Bas-Congo, sans les Baluba, sans les Baswahili, sans les Bangala, le Congo n'existera pas. Je suis femme et je suis mère. Je ne peux que travailler pour la paix, la stabilité et la stabilité de la République démocratique du Congo. Allons vers les dialogues nationaux inclusifs, amenons tout le monde et discutons sur nos problèmes. Francine Muyumba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous pour nous avoir accordé votre temps précieux. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invitée était donc Madame Francine Muyumba Furaha Kanga. Je rappelle que vous pouvez aller retrouver son ouvrage qui venait de sortir, publié chez l'édition L'Harmattan. Un bel ouvrage, je vous le recommande, croyez-moi. L'ouvrage n'est pas politique, il est hautement scientifique parce que il se propose comme une sorte de guide opérationnel pour positionner la République démocratique du Congo sur l'échiquier des concerts des nations. Donc, il faut aller les lire. Je rappelle le titre. Pour une diplomatie congolaise, source de prospérité nationale et de rayonnement international. Le livre est donc préfacé par Maître Emmanuel Collier. Donc, il faut aller lire pour tous les amoureux de lecture. Je vous recommande cet ouvrage. Allez, merci à cette équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Grand merci à Jason qui a toujours été avec nous derrière sa caméra. Je me rends compte que le petit devient de plus en plus tard. Partout où je passe avec lui, tout le monde veut prendre une photo avec Jason. Tout le monde veut voir Jason. Docteur, grand merci également à toi. Sans oublier le patron Georges Ganou Nzumba qui était également là pour nous aider. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dans le cadre de cette émission pour d'autres numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.